Le fameux 49.3. On en parle avec Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Le gouvernement va donc recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la loi Macron à l'Assemblée en seconde lecture. C'est une façon de faire taire les frondeurs de la majorité, mais vous avez une autre lecture. Votre parti pris, c'est la droite qui devrait faire voter la loi Macron. Vous êtes sérieux ? Vous savez, le projet de loi d'Emmanuel Macron, il a officiellement pour but de déverrouiller l'économie pour essayer de stimuler la croissance. Alors, quoi qu'on présume de l'efficacité de ce texte, parce que ça, on jugera sur pièce, c'est un texte dont l'esprit est incontestablement plus proche de ce que propose généralement la droite que des fondamentaux habituels de la gauche. Sur le travail du dimanche, l'assouplissement du droit du travail, sur le crédit direct entre les entreprises, tout ça pourrait venir d'une loi rédigée par la droite. D'ailleurs, l'opposition ne dit pas que le texte n'est pas bon, elle dit que le texte ne va pas assez loin. Ce qui revient d'une certaine façon à préférer le surplace à une petite avancée. Bon, donc on ne peut pas dire que, donc on peut dire que ce 49.3 met en évidence le manque de cohésion de la majorité, mais du coup il souligne aussi le manque de cohérence de l'opposition. Et oui, mais ça, ce sont les clivages français, bien français, entre partis politiques. Puis après, on s'étonnera que les Français... Et souvent très artificiels. Oui, très artificiels. On s'étonnera que les Français n'apprécient pas les partis politiques. Si le gouvernement n'a pas d'autre moyen de faire adopter un texte important, est-ce qu'il faut considérer que la loi Macron se solde par un gâchis politique ? Si l'objectif était de donner le signal d'une modernisation de la gauche, c'est vrai que c'est au moins en partie raté. Cela dit, Manuel Valls ne doit pas être fâché, lui, de pouvoir refaire un geste d'autorité après la rude semaine qu'il a passée, d'autant que la droite est embarrassée vis-à-vis de son propre électorat, notamment par exemple chez les patrons de PME, qui trouvent souvent que cette loi va dans le bon sens. Alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le 49.3, c'est toujours un gâchis, en tout cas un revers. Si le gouvernement est obligé de contraindre sa majorité, c'est qu'il n'arrive pas à la convaincre. Alors il y a un précédent, vous savez, dans l'entourage de Manuel Valls, on rappelle souvent que Michel Rocard a beaucoup utilisé le 49.3, mais Michel Rocard n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Avant Manuel Valls, un seul Premier ministre a utilisé 2 fois le 49.3 sur le même texte. C'était Édith Cresson en 1991-1992. Édith Cresson qui a été le chef de gouvernement le plus faible de toute la Ve République. Disons que c'est un précédent qui, pour Manuel Valls, n'est pas forcément flatteur. L'argument invoqué par l'Élysée et par Matignon, c'est que le débat sur la loi Macron a déjà eu lieu et qu'il faut maintenant faire vite pour que la loi entre en vigueur. Est-ce que ça vous paraît pertinent ? Écoutez, ce serait vrai si on ne parlait que de l'ouverture des magasins le dimanche et des lignes d'autocars. Mais par exemple, l'amendement sur la loi E20 dont on a beaucoup parlé... Il est supprimé. Il va être supprimé. Il va être supprimé, mais en tout cas, on peut pas soutenir qu'il y a eu un débat au Parlement sur ce point. Il n'y en a pas eu. Et puis, ce qui a le plus mis en rogne les frondeurs, c'est-à-dire le plan de Manuel Valls pour les TPE et pour les PME, avec notamment le plafonnement de l'indemnité de licenciement. Le 49.3, il va faire qu'il n'y aura pas de débat non plus sur ce point. Quant à l'idée de la rapidité qui s'imposerait, alors là, elle est quand même toute relative, parce que le texte, vous le savez, doit ensuite quand même repasser au Sénat, puis ensuite il doit revenir à l'Assemblée, et de toute façon, il est inscrit au programme de la session extraordinaire du mois de juillet. Donc franchement, l'accélération de Manuel Valls, elle relève moins d'un besoin de vitesse que d'une volonté de rudesse. Quelle lenteur d'ailleurs dans le travail législatif en France. Quelle lenteur. Pendant ce temps-là, François Hollande va défendre sa politique économique en présidant le Conseil stratégique d'attractivité. Ce que c'est ça. Une usine à gaz. Oui, c'est encore une usine à gaz. Le Conseil stratégique d'attractivité. C'est pas très attractif. Ah non, on peut pas dire, non. Après avoir inauguré le salon de l'aéronautique et avant le salon des PME, est-ce qu'il peut tirer profit de cette séquence ? Oui, il peut en tirer profit. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'objectif principal de François Hollande, c'est de s'imposer d'abord à son camp pour 2017. Et donc tout ce qui affaiblit Manuel Valls lui profite. D'un autre côté, le handicap reste que sa politique n'a pour l'instant aucun résultat tangible sur la croissance ni sur l'emploi, que pour cette raison, cette politique est impopulaire et qu'en plus, on le voit bien, elle creuse les divisions au sein du PS. C'est ça le vrai symbole de la loi Macron, c'est que François Hollande veut garder le cap du social-libéralisme et de la compétitivité des entreprises, quitte à malmener sa majorité parlementaire et sa base électorale. Aujourd'hui, on peut dire que la ligne politique de François Hollande, c'est davantage celle du salon du Bourget que celle du discours du Bourget.
8 heures, ça c'est pas mal ça. La ligne politique de François Hollande, c'est plutôt celle du salon du Bourget que celle du discours du Bourget. C'est pas mal. Tiens, je vais la garder pour Marie-Lise Lebranchi. Je vous la cède volontiers, Jean-Jacques. Vous la cédez? Oui. Oh, d'accord, 8h26. Marie-Lise Lebranchi qui va nous parler des fonctionnaires qui attendent avec impatience ce qu'elle va dire là. Hein, parce que je vais lui parler de la revalorisation des carrières des fonctionnaires et les traitements, tiens, des fonctionnaires. Nous allons voir.